Donc, si ça convient à mes collègues, et je l'espère parce qu'on a eu du mal à donc bien se coordonner derrière, je propose déjà en fait de d'abord céder la parole à François et peut-être voir si Amélie Auguem, qui est aussi dans les participants, pour répondre à la question sur justement la solution structurelle de ramassage des déchets dans le canal et par rapport aux îlots de verdure. J'espère que ça vous convient. Oui, je suis disponible. Bonsoir. Donc bonsoir à tous, moi c'est pour Bruxelles Environnement, donc François Meyer. Donc par rapport à cette question effectivement du ramassage des déchets, il faut savoir que dans le cadre du deuxième plan de gestion, il y avait déjà une action prioritaire qui visait effectivement à la fois le ramassage des déchets et la végétalisation un peu du canal. Donc dans cette optique, il y a eu des premiers tests qui ont été menés par le port, mais Amélie en dira un peu plus. Toutefois, le gros problème, c'était avec les premiers tests, la circulation des bateaux. Les dispositifs ne tenaient pas. Donc, le port a actuellement une nouvelle étude qui consiste à réévaluer cette situation et aller vers des dispositifs qui n'entraveraient pas la circulation. Sur le ramassage des déchets, le port a déjà un, voire même maintenant deux bateaux qui régulièrement ramassent les flottants au sein du canal. Mais on réfléchit, entre autres au sein de la plateforme des acteurs de l'eau, à des solutions plus structurelles pour équiper certains déversoirs, notamment au quai d'Aa. Voilà, Amélie, je ne sais pas si tu peux en dire plus sur les réflexions à l'heure actuelle. Oui, merci François. Tu as déjà bien précisé certains points. Donc oui, donc je tiens à indiquer qu'en effet, c'est le port de Bruxelles qui a en charge l'entretien du canal en général et la collecte des déchets flottants en particulier. Et donc, comme François l'a dit, on a deux bateaux qui sont dédiés à ça, deux bateaux nettoyeurs avec des équipes qui tournent sur le canal quasi quotidiennement. Il faut savoir que ça représente un travail important parce qu'il y a près de 200 mètres cubes de déchets de diverses sortes qui sont ramassés, récoltés chaque année par nos équipes. On a d'ores et déjà installé 3 pièges à déchets flottants qu'on appelle litter trap sous le pont Jules de Traux et notamment dans ce qu'on appelle le bassin Béco, donc qui permettent ces pièges de manière passive de capter les déchets et ça permet à nos équipes de les évacuer plus facilement. Et donc, au niveau des déchets, comme l'a dit François, ça faisait partie déjà des mesures du plan de gestion de l'eau numéro 2, mais on travaille déjà à voir comment on peut encore améliorer la situation en installant d'autres pièges à déchets ou des barrières pour pouvoir guider ces déchets. Mais ça va faire l'objet de discussions et de préparation dans le cadre de ce nouveau plan de gestion de l'eau. Pour ce qui est des radeaux flottants, îles flottantes végétalisées, en effet, il y avait eu deux petits tests de deux petites îles d'1 mètre carré il y a quelques années. Et là, le but, c'est de relancer ça, mais on a déjà lancé une étude de faisabilité en concertation, en collaboration avec Bruxelles Environnement. Et cette étude est en cours. On devrait avoir les résultats d'ici le début d'année prochaine pour pouvoir lancer un premier projet pilote dans le courant de l'année 2021. Et si c'est positif, pouvoir l'étendre à d'autres sites par la suite. Voilà. Merci. Il y a encore 5-6 minutes pour quelques réponses. Oui, effectivement. On va passer à d'autres plus petites questions qui ont été posées de définition. Et donc là j'invite ma collègue Audrey un petit peu à définir les substances émergentes et aussi un petit peu parler de ce que signifie le bon état. Donc, pour les substances émergentes, donc c'est un mot qui revient un peu, qui est revenu souvent dans les présentations. Donc, ce sont les nouvelles substances sur lesquelles il n'y a pas encore de monitoring long terme et ou sur lesquelles il n'y a pas encore de réglementation. Donc, ça peut être par exemple les substances telles que les nouveaux perturbateurs endocriniens, les hormones, différents médicaments. Donc, c'est des substances qui sont actuellement suivies, que ce soit en pollution de l'air, en pollution de l'eau, également dans l'humain avec des biomonitoring humains.
Par exemple, il y a l'Europe qui impose une watch list, donc ce sont des substances qu'on va observer chaque année pour voir si à terme il est important de faire une réglementation sur ces substances ou pas, parce qu'à la base, donc, on estime que ces substances sont potentiellement dangereuses pour l'environnement ou pour la santé. Donc, ce sont vraiment les nouvelles substances. Alors, oui, je pense que dans ce cadre-ci, on peut dire que le bon état, c'est atteindre une bonne qualité des eaux. Je pense aussi à Yann qui... Oui, peut-être pour compléter rapidement sur la notion de bon état, parce que c'est une notion assez complexe et centrale dans la directive cadre eau. Donc, c'est le bon état, mais à plusieurs niveaux. Il y a les aspects écologiques, donc la présence de certaines espèces de poissons, la présence de macro-invertébrés, de phytoplancton, donc des aspects plutôt biologiques. À cela s'ajoute une qualité physico-chimique, donc certains paramètres comme la température de l'eau au fil de l'année, le pH, donc tous des paramètres physico-chimiques. Et à côté de ces paramètres écologiques, il y a une liste de 45 substances chimiques qui doivent aussi respecter des normes fixées au niveau européen. Et c'est quand on fait l'addition de ces différents paramètres qu'on parvient à classer les masses d'eau en bon état, moyen, médiocre ou mauvais. Ok, merci en tout cas Martin et Audrey pour votre intervention. Alors, je sais qu'on on a vraiment envie de répondre en fait à toutes vos questions, donc on a du mal à les sélectionner. Donc là, je propose de céder la parole à ma collègue Anne-Claire, où en fait, il y a eu quand même quelques petites questions sur la visibilité des eaux pluviales, etc. Donc, Anne-Claire, à toi. Oui, tout à fait. Merci, Émilie. C'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'on voit défiler plein de choses auxquelles on a envie d'apporter des réponses. Donc, soyez vraiment conscients que si votre question n'est pas répondue ici dans le fil, ce sera fait par la suite par écrit. Et donc, effectivement, il y a une autre question sur la manière d'empêcher que l'eau de pluie finisse dans les égouts, la manière de rendre visible l'eau dans la ville. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et donc, je vais essayer d'être super brève, mais l'idée de justement empêcher l'eau de pluie de rentrer dans les égouts, c'est lui donner une place dans l'espace public, c'est lui permettre de réintégrer des éléments urbains comme des infrastructures vertes ou des chaussées réservoirs ou des petits éléments ruisselants qui permettent justement de comprendre son cycle et de la garder dans l'œil et dans notre quotidien. Ça apporte un tas d'atouts, je pense qu'on en reparlera dans la suite de la soirée. Et qu'en tout cas, il y a beaucoup de mesures qui sont réfléchies, pensées et qui commencent déjà à être mises en œuvre pour vraiment éviter que l'eau de pluie ne retourne à l'égout et que les eaux naturelles, c'est-à-dire la pluie et les cours d'eau, soient plus visibles à Bruxelles et qu'on puisse les côtoyer dans notre quotidien. Mais je suis certaine que la suite de la soirée vous permettra de voir concrètement ce que ça veut dire. Super, Anne-Claire. Donc, on va essayer encore de répondre très rapidement à deux questions parce qu'elles nous semblent être assez brûlantes par rapport à l'actualité. Donc là, je vais céder la parole à mon collègue Martin pour parler du WILS. Bonjour à tous. Donc voilà, oui, en effet, le WILS, vous l'avez tous lu dans la presse, a été ou est sur le point d'être racheté par la région. Donc c'est une super bonne nouvelle. Je pense qu'on s'en réjouit tous. C'est un travail qui a été possible grâce à une bonne collaboration entre l'environnement et la commune de Forêt, où on a essayé de réfléchir à des solutions parce qu'il nous semblait que l'enjeu était important. Alors, pour le Marais WILS, pour nous, il y a plusieurs objectifs qui doivent être répondus dans le cadre de ce projet. Tout d'abord, c'est préserver un espace humide, un espace vert dans une zone qui est en carence d'espace vert, densément peuplée. Donc, ça nous semble très important de préserver cette biodiversité qui s'est développée depuis 2008. Donc, ça nous semblait le premier objectif. Ensuite, le Marais WILS se trouve en fond de vallée, dans un bassin versant qui est fort imperméabilisé.
Et du coup, il semblait important d'inclure le marais Wills et la zone dans une gestion intégrée des eaux de pluie. Ça ne veut pas dire que toutes les eaux du bassin versant vont être envoyées vers le marais Wills, parce que ce n'est pas de cette manière qu'on gère les eaux pluviales, ou du moins on veut les gérer. Mais par contre, le marais peut jouer une part importante dans le processus et recevoir le trop-plein des eaux qui ne peuvent pas être absorbées dans les espaces verts du bassin versant. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Enfin, la région trouvait important d'également développer des logements accessibles et subventionnés dans la zone. Et du coup, il est imaginé, et tout ça doit encore être confirmé, élaboré, de créer un certain nombre de logements avec CityDev, pas sur l'entièreté du site, bien sûr, mais une partie du site réservée au logement. Donc, toutes ces réflexions, comme je l'ai dit, ont été faites avec la commune de Forêt. J'ai vu que certaines personnes étaient présentes. Et donc, ça a été fait dans le cadre du master plan Forêt-sur-Seine, qui a également sollicité l'avis des citoyens. Donc, c'est une très bonne nouvelle et on s'en réjouit. Pour répondre à la deuxième partie de la question, qui était liée au rejet vers les égouts, donc l'objectif, c'est bien sûr de ne plus rejeter les eaux du marais dans les égouts. Donc, il faut savoir que le marais, il y a une interaction qui se fait avec la nappe. Et du coup, à partir du moment où des eaux pluviales arrivent dans le marais, il y a un équilibre qui se fait. Et du coup, il n'y aurait pas de rejet vers les égouts. Et en tout cas, c'est notre ambition. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à la question. Et voilà. Bonne chance pour la suite. Ok, je ne sais pas si, Olivier, s'il nous reste encore un petit peu de temps pour répondre à une question ou pas. Mais, oui et non, disons qu'on est ensemble jusqu'à 21h, mais il est prévu de laisser une bonne heure et un peu un temps de pause aux citoyens pour les sous-groupes. Donc, voilà, s'il y a une question brûlante à laquelle tu sais répondre toi-même, je dirais oui. Et sinon, d'une certaine manière, la suite, c'est un petit peu, mais à quoi on va continuer, de quoi va-t-on continuer à parler en 2021 ? Et il y a peut-être des éléments de réponse qui seront apportés effectivement aussi par la suite. Je te laisse. Eh bien, il y avait quand même, en fait, on essayait d'interpeller sur le côté nos collègues de Vivaqua, parce qu'on se disait que ce serait peut-être intéressant aussi qu'eux puissent répondre à une question. Donc voilà, si il y a Olivier Pirenne ou Sarr, j'ai vu qui étaient là, si eux, ils pourraient répondre. Là, j'aimerais vraiment bien l'aide de Martin ou Pietro pour me dire quelles questions concernaient Vivaqua précisément, mais sinon, rassurez-vous, on consacrera plus que probablement une soirée aussi aux questions qui touchent de plus près les questions sur les réseaux d'égouttage et d'eau potable. Est-ce qu'il y a quelqu'un de BE qui pourrait m'aider pour donner la question précisément de Vivaqua, et est-ce que Olivier Pirenne ou Sarr pourraient répondre? La question, c'était comment assurer la pérennité de l'alimentation en eau potable en région de Bruxelles-Capitale par rapport à sa petite surface, à sa densité de population et donc les besoins en eau qui découlent de cette population et la dépendance de la RBC à des sources extérieures d'eau potable. Je pense que Olivier de Vivaqua pouvait éventuellement parler du Water Quantity Plan qui accourt chez Vivaqua. Bonsoir. Donc, voilà, moi, je suis plus spécialisé côté assainissement au sein de Vivaqua, mais pour essayer de répondre à quelques éléments, donc c'est clair que Bruxelles, et depuis très longtemps, n'a aucune pérennité par rapport à sa ressource en eau. Donc, elle n'est certainement pas autosuffisante. Et donc, déjà en 1890, certaines communes bruxelloises ont initié un concours pour trouver des sources pouvant alimenter les communes en eau. Et ça a donné lieu à la CIBE à l'époque, qui est devenue Vivaqua par la suite. Donc, depuis très très longtemps, on n'a aucune autosuffisance au niveau de la ressource en eau. Je pense que 95% de l'alimentation en eau vient de la région wallonne. Voilà. Alors, par contre, Vivaqua a, depuis très longtemps, été très, comment dire, une vision anticipatrice très très protectrice par rapport à ces ressources, et donc ils ont acheté à l'époque de grands domaines
pour protéger les captages importants. Et donc, on dispose d'un nombre de captages fort important, de l'ordre de 26, si mon souvenir est bon. Oui. Voilà. Donc, on a un nombre de captages important avec une bonne protection de ces captages-là. Et donc, Vivaco n'a jamais souffert de voir de sous-alimentation, même en période fort sèche. Il n'empêche que ça, c'est la situation actuelle et que les évolutions futures demandent qu'on les anticipe. Et des études sont en cours au sein d'Ivaco pour avoir une vision à 5-10 ans. Mais là, peut-être, Sarah, tu peux dire un petit mot complémentaire, ce qu'on appelle le Water Quantity Plan chez nous, effectivement, mais oui, qui est en pleine étude et je ne pense pas qu'on ait déjà des conclusions. Mais on a des conclusions, effectivement. Bonsoir à tout le monde. Pour la première phase qui concerne les 5 années à venir, donc effectivement, parmi les arguments ou les éléments qui ont été cités, la population qui est assez dense, mais il ne faut pas non plus surestimer cet impact par rapport à d'autres, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde à Bruxelles, mais il y a quand même une consommation à la baisse par personne, notamment à cause ou grâce à la nouvelle génération de machines. Des équipements électroménagers de façon générale. Voilà, donc la consommation est stable. Est assez stable, donc ça c'est un élément qui ne joue pas tellement. Il y a notamment, par contre, c'est un peu le sujet de la soirée, tous les éléments environnementaux, climatologiques, etc., qui jouent et qui ont, eux, un impact. Et donc c'est la raison pourquoi on a effectivement décidé de lancer le Water Quantity Plan, donc il y a pour but vraiment de s'assurer qu'à terme, avec l'appareil de production dont Vivaco dispose, mais peut-être à moduler, à adapter, à voir en fonction des modèles climatologiques, s'il répondra toujours aux besoins en eau qu'on aura, pour voir l'adéquation entre donc les deux, les ressources et l'instrument de production à disposition et les projections climatologiques à moyen et long terme. La phase à court terme, c'est-à-dire pour les 5 années à venir, a été faite, donc la modélisation a été réalisée et là les projections sont rassurantes, donc on n'est pas dans une situation préoccupante par rapport à cela, mais on est en train quand même de regarder au-delà de cet horizon assez court terme, et donc on envisage notamment d'aller chercher d'autres sources, des eaux d'Exor par exemple, donc on est quand même en train de regarder au-delà pour essayer d'amplifier, pour pouvoir continuer à fournir Bruxelles en eau en suffisance tel que ça a été le cas jusqu'à présent. Parce que c'est vrai que sur Bruxelles, on a quelques captages dans la forêt de Soigne et au bas de la Cancre, mais c'est quasiment rien par rapport à toute la production. Donc ça, c'est pas une solution, on ne peut pas trouver la solution à Bruxelles en tant que telle. Merci bien. Je reprends la parole, le fil avec ce rôle de gardien du temps. Donc, voilà, on réalise et il est évident que ces rencontres sont une possibilité pour ce dialogue expert-citoyen, améliorer la compréhension. 10 minutes, c'était peut-être un peu court ou un peu ambitieux, mais rassurez-vous, les questions récoltées verront une réponse.